Imagine si tu pouvais avoir des retours et des conseils sur ton projet d'entrepreneuriat de la part de personnes qui ont créé plusieurs dizaines d'entreprises, qui génèrent plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros par an et qui parfois même ont des entreprises cotées à plus d'1 milliard d'euros. Mieux encore, imagine si ces personnes, au-delà de te donner des conseils, venaient investir dans ton business, venaient le développer à tes côtés. Eh bien, si tu penses que c'est pas possible, laisse-moi te présenter une émission qu'a sorti M6 il y a quelques années, Qui veut être mon associé. Le concept de l'émission, il est extrêmement simple. On a un entrepreneur qui vient avec une idée ou parfois une entreprise déjà montée, qui va venir pitcher son business devant 4 jurys qui vont décider ou non d'investir dans cette même entreprise en l'échange des parts de l'entreprise. Et pour moi, ce concept d'émission, il est incroyable. Non seulement parce que il promeut l'entrepreneuriat et de plus en plus de personnes ont envie de se lancer, mais surtout parce que c'est bourré d'apprentissage. Regardez les émissions, écouter les jurys poser des questions, leur faire des retours sur les entreprises, c'est très enrichissant et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager les meilleures leçons tirées de cette émission Qui veut être mon associé et comment est-ce que tu peux directement les appliquer si aujourd'hui tu as un business en ligne. Le premier conseil, c'est sans doute le plus important, c'est de connaître ses datas. Tu verras, si tu regardes l'émission, la personne va venir présenter son business, va raconter son histoire, d'où lui est venue l'idée, et puis à un moment, elle va forcément parler de chiffres. Aujourd'hui, on fait tant de chiffres d'affaires, on a tant de bénéfices, est-ce que oui ou non vous voulez investir? Parce que le but d'un investisseur, c'est avant tout d'avoir un retour sur investissement. Et connaître ces chiffres-là, c'est très important. Et à chaque fois, ça ne manque jamais, le jury pose toujours des questions plus avancées. Ok. Combien est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Quels sont vos bénéfices? Quelle est votre marge? Quel est votre coût d'acquisition? Quelles sont vos dépenses? Pourquoi c'est crucial pour une entreprise qui va lever des fonds de connaître ces chiffres? Parce que ça va permettre de rassurer l'investisseur et lui dire voilà où est-ce que vous mettez votre argent aujourd'hui. Mais ce conseil-là, il n'est pas uniquement applicable aux startups et aux personnes qui font des levées de fonds, il est aussi applicable aux personnes qui ont un business en ligne. Je vais te prendre une data parmi plein de data que tu dois connaître qui, selon moi, est la plus importante à traquer aujourd'hui, qui va te permettre justement de développer ton business de la meilleure façon possible, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, par exemple, de tes landing pages ou le taux de conversion de tes pages de vente. Si par exemple, tu fais un lancement et que tu réalises 100 ventes, ça peut être un produit, ça peut être une formation, ça peut être un coaching, peu importe, finalement, comment savoir si oui ou non c'est un bon lancement? Parce que si tu as amené 1 million de personnes sur ta page et que tu as fait seulement 100 ventes, on a un taux de conversion qui est assez faible, on peut considérer que le lancement s'est pas vraiment bien passé, qu'il y a des choses à améliorer. Par contre, si tu as envoyé seulement 300 ou 400 personnes sur cette page et que tu as réalisé 100 ventes, ça veut dire que tu as un excellent taux de conversion et dans ce cas-là, c'est plus les mêmes leçons que tu tires et c'est plus les mêmes améliorations que tu peux mettre en place. Si tu as envie d'avoir plus d'infos sur le sujet, j'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines que je t'invite à regarder juste ici. Mais pour faire simple, je vais te donner quelques éléments à traquer et à connaître aujourd'hui dans ton business si tu as vraiment envie de passer au niveau supérieur. Le premier, c'est le taux de conversion, ce que je viens de t'expliquer, donc de tes pages de vente, mais aussi de tes pages de capture. Si tu récoltes des emails aujourd'hui, convertir sur cette page à 50% versus 75%, c'est plus les mêmes résultats sur le long terme. Deuxièmement, les taux liés à tes emails, donc les taux d'ouverture de tes mails et les taux de clic de tes emails. Pareil, si tu décides de faire la promotion d'une de tes formations, d'un de tes produits, d'envoyer un email finalement à ton audience et que tu as un taux d'ouverture de 20% et que tu l'améliores en passant de 20 à 30%, eh bien c'est plus de 50% de personnes qui vont ouvrir le mail et par conséquent cliquer et acheter par la suite. Et même principe dans les mails, les taux de clic, c'est aussi des taux à traquer pour pouvoir améliorer l'ensemble. Ça pour moi, c'est un must-have à obligatoirement avoir et en plus de ça, c'est assez simple à traquer, t'as pas besoin forcément d'outils très complexes. Ensuite, je vais te recommander 2 autres statistiques à traquer qui sont légèrement plus complexes mais qui sont assez importantes. Le premier, c'est ton earn par lead, donc en gros combien te rapporte un inscrit à ta liste email. C'est ce qui va te permettre par exemple de lancer de la publicité, de savoir si oui ou non c'est intéressant pour toi de continuer. Et dernièrement, c'est le panier moyen. Une personne qui va venir chez toi en moyenne, lisser sur une année, sur tous tes produits, combien est-ce qu'elle va dépenser. Et connaître encore une fois toutes ces datas, c'est pouvoir améliorer son business sur le long terme. Le deuxième conseil tiré de l'émission et plus particulièrement tiré d'un investisseur, Anthony Bourbon, c'est que la personne compte parfois bien plus que l'idée même du business. Cette idée-là, elle vient notamment suite à un investissement qu'il a réalisé pour Calicis. Calicis, c'est un projet d'investissement en immobilier qui consiste à transformer des locaux commerciaux en habitation. Et en fait, il le dit lui-même, Anthony Bourbon, il décide au-delà d'investir dans un projet, dans un business, dans une idée qui est rentable, il décide parfois d'investir uniquement sur une personne. Parce qu'une personne a une envie, a une flamme, a une idée et peu importe ce qui va se passer, lui sait que cette personne va continuer à travailler, même si le projet échoue, même si l'idée n'est pas la bonne, même si tout ne va pas se passer comme prévu, il investit sur la personne parce qu'il sait que la personne va passer au-delà de tout ça. Et c'est pas du tout un conseil qui est à prendre à la légère, encore moins pour les solopreneurs. Pourquoi? Certes, tu vas pas investir dans une personne, dans un business à proprement parler, mais tu vas travailler forcément, tôt ou tard, avec des prestataires, tu vas déléguer, parfois tu vas recruter. Et c'est très important, au-delà de choisir un projet, des résultats, de travailler avec les bonnes personnes. Pour ça, je vais te parler d'un concept qui est très important pour moi, c'est ce qu'on appelle les high skills et les soft skills. Alors,
De quoi je parle? Pour faire simple, les high skills, c'est les compétences hautes, c'est les compétences élevées. Par exemple, un vidéaste, c'est high skills, c'est les compétences qu'il a en vidéo, en montage, en motion design, en sound design, etc. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est pas les compétences profondes et élevées sur un domaine, mais c'est plus lié à la personne. C'est ses compétences managériales, ses compétences en organisation, son savoir-être, sa créativité, etc. Et en fait, bien souvent, plus tu avances dans le management, plus tu recrutes des personnes, plus tu délègues, plus tu travailles finalement avec des prestataires, plus tu te rends compte que ce qui compte le plus sur le long terme, ça va être les soft skills. Il vaut mieux aujourd'hui choisir de travailler avec un prestataire qui est peut-être moins compétent dans son cœur d'activité. Si je reprends l'exemple du montage, qui est peut-être légèrement moins compétent dans le montage vidéo, qui a peut-être moins de compétences en motion design, en sound design, mais par contre qui a des compétences très élevées en soft skills. Donc qui a de la créativité, quelqu'un de rigoureux, qui va rentrer dans les délais, qui va toujours te prévenir quand il y a un problème, qui va prendre de l'avance, qui va toujours t'envoyer les projets à temps. Il vaut mieux travailler finalement avec une personne comme ça qu'avec quelqu'un qui a des high skills très élevés, donc très compétent en vidéo, en montage, en sound design, mais par contre qui va pas te rendre les projets à temps, qui va pas être force de proposition, qui va pas être très créative, qui ne va pas te faire de retour pour améliorer justement et qui va pas converser avec toi, etc. Donc encore une fois, c'est pas un conseil qui est à prendre à la légère, qui s'adresse pas uniquement aux investisseurs, qui est justement que les personnes comptent parfois beaucoup plus que l'idée elle-même. Le troisième conseil, c'est que la croissance n'est pas toujours la meilleure solution. Pour t'illustrer ça, je vais te parler d'un cas, notamment dans l'émission qui s'appelle What the Fuck, et non pas What the Fuck, mais What the Fuck, qui est un restaurant sur Paris qui a été proposé justement aux investisseurs d'investir dans le business. Et en fait, la majorité des investisseurs, enfin tous du coup, ont dit non. Tout simplement parce que pour eux, c'était un business qui était difficilement scalable et surtout que c'était mieux pour le business en lui-même de se structurer tranquillement. Et je trouve que justement, parfois, il y a plein d'entrepreneurs qui vont vouloir aller beaucoup trop vite. Et ils oublient que scaler et développer leur business, c'est vouloir justement aller plus vite et qu'aller plus vite, c'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi? Parce que quand tu veux scaler, en général, tu auras besoin de beaucoup plus de ressources. Si tu veux scaler, ça veut dire qu'il faut que tu touches plus de personnes, donc il va falloir investir en marketing, ça va te demander des ressources financières, il va falloir recruter des personnes pour justement faire ce marketing, ça va te demander des ressources humaines, et tout ça, ça a un coût financier, ça a un coût d'énergie, et c'est pas toujours la meilleure solution. Alors là, je sais ce que tu vas me dire, oh mais Tony, ça vaut bien pour les business physiques, pour ceux qui ont des bureaux, faut acheter un bureau, faut recruter des gens, faut les former, faut les machins, donc pour moi, ça me parle pas trop, je suis finalement un business en ligne. Eh bien, je vais donner deux exemples dans lesquels, finalement, scaler ton business alors qu'il est pas vraiment prêt, c'est pas la meilleure des solutions. Le premier, c'est si jamais tu as envie de scaler ton business, que tu as un produit numérique, admettons une formation ou un e-book, et que tu te dis voilà, moi je suis convaincu que c'est la meilleure formation du monde, je vais scaler mon business, je vais aller viser les étoiles, je vais dépenser des dizaines de milliers d'euros en publicité tous les mois, je vais recruter des équipes, on va faire de l'affiliation, on va faire du closing, on va faire plein de choses, et avant ça, t'as pas vérifié que le produit était bon, t'as pas vérifié de la qualité de ton produit, tu t'es pas assuré finalement que t'avais des bases et des fondations qui étaient solides, et peut-être que tu vas te retrouver avec plein de ventes, mais plein de clients qui vont être déçus parce que ton produit tout simplement n'était pas prêt. Et donc finalement, dans ce cas-là, aller doucement, ça permet tranquillement de poser les fondations, t'assurer que ton produit est bon, qu'il apporte de vrais résultats à tes clients avant de scaler par la suite. Et deuxième exemple, c'est si jamais tu décides de faire cette même opération, de vouloir scaler, de faire du marketing, de faire plein de choses, que t'envoies beaucoup de personnes sur une page de vente pour pouvoir acheter ton produit ou ton service, et qu'en fait personne n'achète parce que tu t'es totalement trompé. Parce qu'en fait, pour toi, l'idée était bonne, et quand tu la confrontes au marché avec beaucoup de budget, tu te rends compte qu'elle est pas si bonne que ça. Donc je dis pas que évidemment faut laisser tomber la croissance, je dis juste que la croissance n'est pas toujours la solution à l'heure actuelle, que parfois il vaut mieux stabiliser son business, faire les choses organiquement, naturellement, histoire que les fondations soient solides, et petit à petit, finalement chercher à scaler et à aller un peu plus vite. Le quatrième conseil tiré de l'émission, et là je m'adresse à tous les entrepreneurs, c'est qu'à chaque fois qu'un investisseur ou plusieurs va investir dans un projet, ce projet répond toujours à une problématique humaine. C'est-à-dire que c'est toujours un produit ou un service qui répond à un besoin. Et pour ça, je vais te prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est les fondateurs de la paille d'or. C'est encore une fois tiré du principe de l'émission. Ce projet, c'est quoi? C'est deux agriculteurs qui ont décidé de créer des pailles à base de céréales. Pourquoi? Ça répond à un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a une transition écologique à faire. On le sait qu'il faut éviter le plastique. Et depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, je crois, en France, il y a de moins en moins de pailles en plastique. Je crois carrément que c'est interdit. Donc c'est super, c'est un vrai problème. Et les
solutions qui sont proposées aujourd'hui sont pas les meilleures. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec des pailles en carton qui bien souvent sont dégueulasses, qui en fait se ramollissent une fois que tu laisses tremper un petit peu trop longtemps dans l'eau, dans la boisson, etc. Et eux, leur alternative, c'est que ça résout pour le coup un vrai problème. Non seulement ça vient remplacer le plastique, parce qu'on est sur du seigle, on est sur de la céréale, mais en plus de ça, il n'y a pas ce goût carton pas bon. C'est des pailles qui vont venir finalement se laver, tenir sur le long terme et qui sont biodégradables parce qu'on peut les donner par exemple à manger aux poules. Et donc ça, c'est un très bon exemple d'une idée qui résout un vrai problème et c'est pour ça que les investisseurs y vont. Et si tu regardes l'opposé de cette idée, la plupart des projets, pas tous évidemment, mais la plupart qui n'obtiennent pas d'investissement, c'est parce qu'ils ne répondent pas à un vrai problème. Encore une fois, je vais prendre un exemple de Mypada. Mypada, c'est une personne qui est venue présenter un projet de ferme à oiseaux et l'idée de base, le postulat de base, c'était justement de ne plus enfermer les oiseaux dans des cages, de les éduquer pour qu'ils puissent revenir quand on veut. Et ça va un petit peu contre l'idéologie de vouloir libérer les oiseaux en faisant un élevage. Et encore une fois, aucun investisseur n'a mis de l'argent dans ce projet. Pourquoi ? Parce que selon eux, et selon moi, je suis assez d'accord, ça ne répond pas à un vrai problème. La vraie problématique, ce serait carrément d'arrêter de faire de l'élevage, d'arrêter d'avoir finalement des oiseaux de compagnie et de les laisser vivre dans leur milieu naturel qui est la jungle. Où est-ce que je veux en venir avec ces idées ? Je veux en venir là où beaucoup d'entrepreneurs se trompent, qui est de lancer un projet, d'investir beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, de création de contenu dans une idée qu'ils n'ont pas auparavant validée et une idée qui n'est pas liée à un problème. Donc si aujourd'hui tu as envie de lancer un business ou que tu as déjà un business, mais plus particulièrement si tu as envie de lancer un produit, un service, assure-toi toujours de répondre à un problème qui est douloureux. Demande-toi toujours si il existe aujourd'hui des solutions à ce problème et si tu peux venir avec ta solution qui est meilleure que les autres. Et ça va t'éviter, crois-moi, sur le long terme, beaucoup de problèmes et beaucoup de pertes de temps. Et le dernier point, encore une fois, c'est sans doute l'un des points les plus importants, c'est qu'il faut savoir parfois dire stop. Dire stop, se remettre en question ou ce qu'ils appellent en VC, pivoter. C'est encore une fois quelque chose qui revient très souvent, notamment de la part d'Anthony Bourbon. Il n'hésite pas à être honnête avec les entrepreneurs et à leur faire un retour en leur disant voilà, moi je pense que ton idée elle est pas viable, elle est pas bonne, je pense que t'es un bon entrepreneur et que tu devrais peut-être te concentrer sur autre chose. Ça lui vaut d'ailleurs parfois son image de mec un petit peu arrogant, mais moi je trouve qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a énormément de personnes qui vont passer du temps, qui vont être entêtées envers leur idée, qui vont prendre une direction parfois pendant des mois, parfois pendant même des années, et qui ne vont pas se poser les bonnes questions, qui vont pas se remettre en question, qui vont se dire de toute façon moi j'ai raison, c'est mon idée, si ça marche pas aujourd'hui c'est pas grave, c'est qu'une question de temps. Et je trouve qu'il a totalement raison parce qu'encore une fois, il y a plein d'entrepreneurs qui ne se remettent pas en question, qui n'acceptent pas d'avoir tort, qui n'acceptent pas de se dire en fait j'ai pris une direction il y a 2 ans qui n'est pas la bonne aujourd'hui et je vais décider de tout reprendre depuis zéro. Je comprends ces personnes parce que c'est pas évident d'admettre qu'on a eu tort, c'est pas évident de se dire que ça fait 2 ans qu'on bosse sur un truc qui ne fonctionne pas, mais à un moment donné, quand on veut avancer sur le long terme, quand on veut réussir, faut savoir mettre son ego de côté, faut savoir se remettre en question, faut savoir avoir un avis qui est objectif et se mettre à la position d'une autre personne plutôt que se dire c'est mon business et voilà la direction que je vais prendre. Se dire est-ce que si ce business là c'était pas le mien, si c'était celui du voisin, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Est-ce que j'aurais la même opinion? Est-ce que je trouverais que ce business il est rentable, c'est une bonne idée, etc. Et parfois juste savoir se remettre en question de temps en temps sur des projets ou sur son business de façon générale, c'est justement parfois éviter de perdre des mois, voire des années de travail. Alors évidemment, il y a plein d'autres conseils dont on pourrait parler, mais je vais m'arrêter en tout cas aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu, c'était Tony, ciao.